Bonjour, je suis Docteur Planès. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter quelques diapos sur cette maladie de Huntington. Donc, je suis un des généticiens cliniciens de l'hôpital Morvan. Et puis, merci beaucoup pour le témoignage juste avant, qui est vraiment très très important pour le personnel médical, parce que c'est pas forcément toutes ces informations-là qu'on a dans nos consultations. On m'a donné une mission un peu compliquée qui est de discuter du caractère génétique de cette maladie. Alors, on va la survoler parce qu'on ne pourra pas forcément rentrer dans les détails. Sur tous les points, en tout cas, je vais essayer d'être je vais être un peu tonique, hein, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'être assez clair sur tout ça. Donc, alors. Déjà, je suis obligé de reparler des généralités de cette pathologie, hein, même si ça sera repris de façon bien meilleure par la suite. C'est une maladie qui est donc une neurodégénérative rare, c'est-à-dire que on va atteindre le système nerveux est rare. Pourquoi? Parce que à peu près 10 personnes sur 100 000, alors sur des statistiques plus récentes, on arrive à un petit peu plus que ça. En tout cas, c'est une maladie qui n'est pas excessivement fréquente, mais en France, finalement, on a quand même 6-8 000 personnes qui sont concernées par cette maladie, sans compter en plus toutes les personnes, une dizaine de milliers qui sont non symptomatiques avec cette maladie. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de personnes en France concernées par cette pathologie-là. Sachant que par définition, c'est plutôt une maladie de l'adulte. Alors on verra qu'il y a des formes autres, des formes juvéniles, des formes tardives. Mais voilà, classiquement, c'est plutôt une maladie de l'adulte avec une origine génétique qui est connue depuis une trentaine d'années à peu près. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas deux personnes avec cette maladie qui auront les mêmes symptômes. Et ça, c'est vraiment le message essentiel de tout ça. C'est que je vais parler de cette maladie et des symptômes, par exemple, mais il faut vraiment voir ça comme des moyennes et pas comme voilà ce qui va se passer exactement. On est incapable de le prévoir et personne ne pourra le dire précisément en tout cas. Donc, grosse variabilité dans les symptômes de cette maladie chez les patients avec cette maladie. Et puis la transmission qui est, donc on y reviendra sur les détails de cette transmission. Elle est un peu particulière parce qu'il y a un mode d'anomalie génétique. Bon, on va revenir en détail dessus de toute façon après. Donc, comme je disais, attention, c'est des moyennes. Statistiquement, voilà, la maladie, elle débute plutôt dans la quarantaine, sachant qu'on a des formes très précoces, on a 10% de formes juvéniles, mais on a une grosse variabilité, c'est-à-dire qu'on a des patients à 2 ans qui ont des symptômes et des patients à 80 ans qui ont des symptômes. Donc, bon, ça c'est pour des formes très très particulières. Hein. Classiquement, la quarantaine, c'est ce qu'il faut retenir, même si c'est classiquement. Une des particularités, c'est qu'au début, on a quand même une anosognosie, c'est-à-dire que des patients qui ne vont pas forcément se rendre compte de leurs symptômes, c'est d'autant plus parlant pour les troubles, les mouvements choréiques qui ne seront pas forcément reconnus. Alors, ils peuvent être reconnus par les patients, mais qui sont en tout cas évidents pour les accompagnants. Et puis, c'est une maladie qui va être lentement progressive, malheureusement, sachant que nous, au niveau diagnostic, on a des signes cliniques bien particuliers. C'est une triade diagnostique pour cette maladie-là. On va les reprendre un tout petit peu en détail très rapidement. C'est les signes moteurs, les signes psychiatriques et les signes cognitifs qui, à un certain moment donné, quand ils sont suffisamment parlants, permettent d'évoquer cette maladie de Huntington au niveau clinique en tout cas. Donc au niveau moteur, j'insiste surtout sur la choré parce que c'est vraiment le symptôme qui est le plus spécifique. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une maladie de Huntington quand il y a de la choré, mais en tout cas c'est assez spécifique de cette pathologie-là. Elle est un des points intéressants, c'est que pour nous, elle est majorée par les émotions et la concentration. Ça nous permet avec certains exercices de pouvoir détecter des petites choses. Attention, c'est pas parce qu'on a des mouvements particuliers qu'on a forcément la maladie de Huntington. C'est pareil, tous les autres symptômes neurologiques de cette maladie, ils seront pas forcément excessivement spécifiques. En tout cas, ils vont être handicapants dans la vie de tous les jours, mais ils ne permettront pas de poser à 100% ce diagnostic de Huntington. En tout cas, ils ne sont pas spécifiques. Et avec des conséquences en tout cas graves sur ces autres symptômes, en particulier les troubles de la déglutition. Après, voilà, je vous ai dit, ça sera repris plus tard. Au niveau psychiatrique, il y a 3 gros groupes de pathologies, les troubles de l'humeur, les troubles du comportement et les troubles psychotiques. Important, on n'est pas du tout obligé de les déclarer, on n'est pas obligé de tous les déclarer, on n'a pas d'ordre chronologique. Voilà, il y a des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques de cette maladie. On a le droit de faire une dépression sans aucun rapport, on a le droit d'avoir des changements de caractère. Voilà, c'est des symptômes qu'on a décrits dans cette maladie mais qui ne sont pas spécifiques de cette pathologie-là. Et puis au niveau cognitif, qui est l'atteinte qui est considérée comme la plus sévère de cette maladie, c'est globalement une atteinte cognitive qui va être progressive et globale et qui va entraîner du coup des perturbations dans la vie de tous les jours et dans son organisation en tout cas, avec un déclin qui va être progressif, avec donc des conséquences assez importantes.
Je suis obligé aussi de parler de la prise en charge. Je ne suis pas le spécialiste aujourd'hui qui parlera de ça, mais c'est juste parce que le point important, la phrase importante, c'est actuellement pas de traitement curatif. Il faut vraiment retenir deux termes dans cette phrase-là. C'est le actuellement. Je vous fais pas un dessin. On est assez optimiste pour l'avenir. Et le curatif veut pas dire qu'on sait rien faire. C'est-à-dire que on sait pas guérir parfaitement cette maladie. Par contre, pour chaque symptôme, on est capable de proposer pas mal de choses. Donc, il y a tout un accompagnement médical et paramédical à mettre en place. Sauf qu'il ne faut surtout pas oublier tout ce qui va être social et toute une prise en charge à organiser à ce niveau-là. C'est pour ça que nous, il y a les gros centres à Paris, c'est Henri Mondor qui gère cette pathologie, qui est référent au niveau national pour cette pathologie. Nous, on travaille plus avec Angers, qui est un peu plus proche, qui est un gros centre, et comme vous le disiez, qui est avec une très très bonne équipe qui s'occupe de cette pathologie. Mais voilà, il y a plein de choses possibles, et je suis obligé aussi de parler des associations sans les citer, parce qu'il y en a plusieurs, en tout cas, qui sont très importantes tant pour les patients que pour les accompagnants dans cette pathologie-là. Alors voilà, on revient un peu plus sur ma spécialité, du coup la génétique. Alors j'enfonce des portes ouvertes, c'est juste pour que les choses soient bien claires. Au niveau de notre organisme, on est composé de milliards de cellules et dans chacune de nos cellules, en fait, on va avoir de l'ADN qui va être notre mode d'emploi. Cet ADN, en fait, il a une forme de stockage qui sont les chromosomes, qui ont donc cette forme-là qu'on connaît tous, qui, en fait, si on regarde un peu plus de façon un peu plus précise, va être de l'ADN qui va être condensé en chromatine et qui va former ces chromosomes. Cet ADN, c'est quoi? Donc c'est un ADN double brin. Si on zoome, en fait, ça va être 4 lettres ATGC qui sont dans un ordre bien particulier qui crée ce qu'on appelle le code génétique. En fait, ça marche comment? Sur cet ADN, en fait, il y a des endroits bien spécifiques qui sont qu'on a nommés gènes, qui sont importants. En fait, dans les cellules, on a une machinerie qui va arriver, qui va regarder un gène, qui va le recopier pour créer ce qu'on appelle un ARN messager. Donc une petite copie de l'ADN finalement qui va avoir plein de modifications. Il y a plein de choses qui vont se coller dessus, ça va se replier un peu dans tous les sens, et ça va créer une protéine qui a une fonction spécifique dans la cellule, voire plusieurs fonctions. Et c'est comme ça que marche finalement l'ADN. En simplifiant énormément, encore une fois. Donc la génétique, voilà, ce gène-là, je vous ai dit, ça fait une trentaine d'années qu'on connaît l'origine génétique de cette pathologie-là, 1993 exactement, sachant que c'est sur le chromosome 4, bref, c'est du détail, il faut savoir que c'est plutôt un gros gène. Ce qui est surtout intéressant, c'est que cette pathologie-là, elle est en rapport avec une expansion de triplet. Contrairement à la majorité des maladies génétiques, qui sont en fait le remplacement d'une lettre par une autre lettre au niveau de notre code génétique, là, en fait, au niveau de ce gène-là, assez proche du début du gène, on va avoir donc toute cette séquence de lettres dans un ordre particulier. Et puis à un moment donné, on va avoir 3 lettres, CAG, qui vont se répéter un certain nombre de fois. Et c'est ça en rapport avec la maladie. C'est-à-dire que, encore une fois, je schématise, globalement, on a tous deux gènes responsables de la maladie, deux gènes HTT pour cette maladie-là, qui sont censés fonctionner normalement et qui font qu'on n'a pas la maladie. Globalement, sur ces gènes fonctionnels, quand on a moins de 30 répétitions, il n'y a pas de problème de santé particulier, il n'y aura pas la maladie de Huntington et il n'y aura pas de transmission à la descendance. Ça, c'est le cas parfait. Après, ça devient plus compliqué avec donc ce qu'on appelle des prémutations, c'est-à-dire quand au niveau d'un des gènes, il y a entre 30 et 35 répétitions. Alors, quelqu'un qui est porteur de ça n'aura pas la maladie, ça c'est important à bien comprendre. Par contre, il pourra la transmettre à sa descendance qui pourra être symptomatique à ce moment-là. On y reviendra, c'est un phénomène un peu particulier. Et puis après, les choses un peu plus classiques, c'est la pénétrance incomplète entre 36 et 39 répétitions. Ça veut dire qu'une personne avec 37 répétitions, par exemple, a un risque de développer au cours de sa vie cette pathologie-là, mais peut aussi ne jamais la développer. Ça a été décrit. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une pénétrance incomplète, c'est-à-dire on n'est pas obligé de déclarer des symptômes liés à cette maladie-là. Alors c'est des formes plutôt tardives en général, mais même s'il faut toujours faire attention. Et après, quand on a plus de 40 répétitions au niveau de ce gène, par contre, on sait que c'est la pénétrance complète, c'est-à-dire que la maladie se déclarera à un moment donné. C'est les formes classiques. Alors, une question, en fait, cette diapo très rapidement, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi finalement il y a cette variabilité, pourquoi pourquoi il y a des personnes avec peu de CAG, avec beaucoup de répétitions. En fait, on s'est rendu compte que plus il y a de répétitions au niveau de ce gène-là, qui est très très important et qui est retrouvé dans quasiment toutes les espèces, c'est important pour le développement embryonnaire, pour le développement neuronal, on s'est rendu compte que les espèces évoluées, en particulier l'homme, ont un nombre plus important de répétitions au niveau de ce gène-là, et que ça apporte donc un avantage cognitif pour les espèces, un petit avantage, mais un avantage cognitif, jusqu'à un certain point où, quand il y a trop de répétitions, par contre, l'effet négatif sera plus important que l'effet positif de cette pathologie-là. Alors, corrélation génotype-phénotype, c'est vraiment un truc de généticien, c'est un truc qu'on aime bien, c'est globalement quel est le lien entre ce qu'on a vu au niveau de l'ADN et les symptômes cliniques de la personne, sachant que globalement, c'est quel est l'effet de A sur B. Voilà. Dans la maladie de Huntington, c'est pas simple.
c'est pas une anomalie A va donner tel problème B. En fait, c'est plus compliqué. On sait qu'il y a une corrélation entre le nombre de CAG et le début de la maladie. Il y a une corrélation entre ce nombre-là et puis les atteintes motrices, les atteintes cognitives. On sait aussi dans l'autre sens que cette taille, elle n'est pas si importante pour les troubles du comportement. En tout cas, cette variabilité des symptômes, elle est expliquée dans 60% des cas à peu près, un tout petit peu plus, par cette taille. Mais ça veut dire qu'il y a une grosse partie qui n'est pas expliquée par cette taille. Alors, par exemple, là c'est pareil, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais on sait qu'il y a une petite séquence juste après. Alors, au niveau du gène malade, il peut y avoir une petite séquence juste après cette répétition qui peut faire que, en fait, c'est une absence de séquence à ce niveau-là qui peut faire que les symptômes peuvent arriver plus précocement. Encore une fois, c'est peuvent arriver plus précocement, c'est pas une science pure à ce niveau-là. On sait aussi qu'il y a d'autres facteurs ailleurs dans l'ADN, sur d'autres chromosomes, d'autres gènes qui vont avoir une influence sur cette maladie, en bien comme en mal. En tout cas, il faut retenir que on n'est pas capable d'être très précis là-dessus. On sait qu'il y a plein de choses possibles, plein de facteurs influençants sur la maladie, mais ça ne nous permettra pas de dire voilà, ça va débuter à tel âge, sous quelle forme. C'est juste, on sait que c'est important, et c'est important par rapport à la thérapeutique, parce que tout ça, c'est des cibles finalement, au niveau des traitements possibles en tout cas. Et l'autre point important à comprendre, c'est qu'il y a eu des études de jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des jumeaux qui sont censés avoir le même ADN. Des jumeaux qui ont cette maladie, on s'est rendu compte qu'ils n'auront pas forcément la maladie au même moment, qu'ils n'auront pas les mêmes symptômes, qu'elle ne va pas se dérouler pareil. Donc ça veut dire que, en extrapolant, que finalement la génétique, elle explique pas mal de choses, mais elle n'expliquera pas tout dans cette maladie. Donc c'est quelque chose de très très vaste. Alors, voilà, un schéma toujours pour être plus clair, parce que ça peut être un peu complexe. Là, franchement, si on doit regarder les choses, alors les petits ronds, c'est des patients atteints de cette maladie. En bas, on voit que c'est le nombre de répétitions portées par les personnes. Et en ordonnée, c'est l'âge de début des signes moteurs. Donc le trait plein au milieu, c'est l'âge moyen de début des moteurs pour cette pathologie. Si on prend par exemple des patients qui ont 40 répétitions et des patients qui ont 52 répétitions, on voit qu'en moyenne, il va y avoir un début qui va être 35 ans plus tôt chez les patients avec 52 répétitions. Donc ça montre bien qu'il y a une grosse variabilité, il y a un lien entre le nombre de répétitions et ses symptômes. Mais par contre, il faut faire attention, il faut prendre aussi ce schéma dans l'autre sens, en vertical, c'est-à-dire que pour un patient avec 43 répétitions par exemple, on peut avoir des débuts à 20 ans, on peut avoir des débuts à 70 ans, donc ça montre bien que finalement, cette variabilité, elle marche dans un sens, mais elle marche aussi dans l'autre. Donc tout n'est pas, voilà, il n'y a pas que la taille qui compte, ça on le sait tous. Explication du coup au niveau physiopathe, c'est-à-dire on sait pourquoi cette maladie, quel est le gène et finalement qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire, pourquoi ça fonctionne pas. Je vais passer très rapidement dessus. Finalement, donc le gène qui fonctionne pas crée une protéine non fonctionnelle. C'est pas exactement ça en fait. La protéine fonctionne mais pas de la bonne façon. C'est ce qu'on appelle un gain de fonction. En schématisant très simplement, globalement notre protéine normale, elle a une forme particulière. En fait, il faut vraiment voir ça en image comme le problème de la serrure et de la clé. C'est-à-dire que notre protéine, c'est une clé, elle a une forme bien particulière, elle est censée rentrer dans telle serrure. Notre protéine mutée, qui a trop de CAG, va être trop longue, donc elle va pas bien se replier dans l'espace, elle va avoir pas les bonnes choses qui vont se coller dessus, donc elle aura une mauvaise forme. Et donc cette clé-là va pas bien marcher dans la serrure initiale, va l'abîmer, et puis surtout, elle va aller toucher d'autres serrures qui sont pas censées être ouvertes par cette clé-là. Et c'est ça la complexité de cette maladie, c'est que c'est pas un seul effet, il y a plein d'effets. En tout cas, ça va entraîner une dégradation neuronale, en particulier au niveau du striatum, des cérules bien spécifiques qui sont dans les mouvements volontaires et non volontaires. En tout cas, retenez qu'on ne connaît pas parfaitement ce rôle-là. On connaît plein de choses. Par exemple, on a plein d'hypothèses. On sait qu'il y a un rôle toxique de cette protéine anormale. Il y a plein d'autres atteintes. En tout cas, sur un schéma qui résume un peu tout ça. On voit que c'est très complexe, on voit que la protéine qui marche pas, elle a une fonction dans le noyau de la cellule, que ça va entraîner des mauvaises interactions avec l'ADN, ça va entraîner des mauvaises interactions en dehors du noyau de la cellule, ça va entraîner des problèmes des connexions entre les neurones, des transports intracellulaires, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce schéma, il fait un peu peur, mais il est excessivement intéressant au niveau médical, parce que il faut plus voir tous ces points-là comme plein de pistes thérapeutiques différentes, en sachant que plus on saura comment fonctionne cette maladie, plus on pourra se dire, si on a effet à tel endroit, est-ce qu'on ne pourra pas avoir un effet contre la maladie? Et tout ça, c'est très très important et intéressant. Comment elle se transmet cette maladie? Alors, elle a un mode de transmission autosomique dominant. C'est le mode classique. On rappelle qu'on a tous deux gènes de cette maladie qui sont censés fonctionner. En fait, globalement, une personne atteinte de cette maladie a un des deux gènes avec un trop grand nombre de répétitions, donc qui est atteint de cette maladie-là. Pour sa descendance, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il transmettra soit son mauvais gène, soit le bon gène qu'il a sans cette expansion de triplet. Donc 50-50 pour la descendance, sachant que peu importe le sexe, c'est pas situé sur les chromosomes sexuels, il faut toujours se méfier de ça.
Un autre point important, c'est que c'est pas parce qu'on a reçu le même gène que son parent atteint qu'on aura les mêmes symptômes. Il y a aussi une variabilité au sein d'une même famille. Et puis, alors je vais très vite là-dessus, mais on n'aime pas trop ça. En génétique, le saut de génération n'existe pas vraiment. On n'est pas porteur de cette maladie, on ne peut pas la transmettre. C'est le principe de base. Alors, il y a toujours des exceptions, mais voilà, ça c'est un point quand même très important. En tout cas, dans cette maladie, comme dans d'autres maladies à expansion de triplé, il y a un phénomène particulier qui s'appelle le phénomène d'anticipation. Alors, tout de suite, je préviens, c'est pas quelque chose de très fréquent, mais c'est quelque chose qui est décrit. En tout cas, c'est le fait que la maladie semble de plus en plus grave et précoce de génération en génération. Comment on l'explique? Alors, avec un schéma, c'est toujours un petit peu plus parlant. Donc ça, c'est un arbre généalogique simplifié, hein. Les carrés, c'est des hommes, les ronds, c'est des femmes, et en noir, c'est les patients avec cette maladie. Alors, si on prend, par exemple, j'ai pas de souris, pas grave. En haut, on a un patient qui a développé la pathologie à 59 ans. Donc, c'est une forme assez classique. Il a eu 3 enfants, dont 2 qui n'ont pas eu de symptômes, dont 2 qui ont eu des symptômes, pardon, mais plus précocement, à 42 et 47 ans. On sait que sa fille, elle a eu 3 enfants, dont un fils qui a eu cette maladie, à peu près dans les mêmes âges qu'elle, à 45 ans. Si on revient de l'autre côté, c'est-à-dire pour l'homme qui a eu sa maladie à 47 ans, il a eu 3 enfants, dont 2 avec une forme excessivement précoce à 23 ans et à 32 ans. Alors, c'est ça le phénomène d'anticipation, c'est de plus en plus précoce de génération en génération. Comment on l'explique? Alors, on a une partie d'explication avec la génétique, c'est-à-dire que le sujet initial avait donc 2 gènes de cette maladie, un gène avec 17 répétitions, donc normal, un gène avec 40 répétitions, donc la maladie. Il a transmis à son fils qui n'a pas la maladie les 17 répétitions, à ses 2 autres enfants, il a transmis son mauvais gène, sauf que ça n'était pas stable. Au lieu d'être 40 répétitions, ça a augmenté un tout petit peu, donc ça explique pourquoi ça a débuté un peu plus précocement. Sa fille qui avait 44 répétitions, elle a transmis à son fils ses 44 répétitions, donc à peu près le même âge de début, toujours pareil, c'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble un peu. Par contre, son fils avec 42 répétitions, lui, il a transmis à ses 2 enfants une forme beaucoup plus précoce parce qu'il y a eu beaucoup plus de répétitions, 60 pour sa fille et 57 pour son garçon. Et donc c'est ça le phénomène d'anticipation, c'est cette expansion de génération en génération qui crée des symptômes plus précoces puisque, comme on l'a vu, il y a une corrélation entre la taille et le début de la maladie. Il faut savoir que ce phénomène d'anticipation, il est plus fréquent quand c'est d'origine paternelle. C'est pas exclusif, mais c'est quand même très fréquent. C'est plus fréquent en tout cas. C'est dû au fait que la machinerie cellulaire qui crée les spermatozoïdes et recopie l'ADN dans ces spermatozoïdes n'est pas fait des erreurs, en tout cas plus qu'ailleurs, et ça crée ces problèmes d'expansion de triplé. En tout cas, il faut retenir, c'est ce que j'avais dit au début, ce que je reprends maintenant, que c'est quand même un phénomène rare. Un homme ne transmet pas forcément cette maladie de façon plus grave à ses enfants. C'est quand même plutôt rare, d'accord ? Donc du coup, en tout cas, c'est ça qui est responsable de ce qu'on appelle des formes juvéniles, qui correspondent à pas un grand nombre de patients avec cette maladie, mais en tout cas qui existent, qui est définie par une forme débutée à la vingtaine ou avant, souvent due à plus de 60 répétitions. En tout cas, c'est une pathologie qui va ressembler à la maladie de Huntington, mais en beaucoup plus sévère, en beaucoup plus précoce et en beaucoup plus rapide. Et puis on peut avoir aussi d'autres signes qui ne sont pas forcément spécifiques de cette maladie. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails sur cette technique. Alors, la question importante pour nous, c'est du coup le diagnostic génétique, comment il se fait, pourquoi. Alors, il y a 2 grandes situations, diagnostic d'un patient qui a des symptômes au niveau clinique et diagnostic d'un patient qui n'a pas de symptômes au niveau clinique. Pour un patient symptomatique, c'est-à-dire qu'il y a donc des signes évocateurs au niveau de sa clinique, en fait. Ce diagnostic, ce n'est pas l'apanage d'un généticien. La génétique, ce n'est pas que les généticiens qui le font. En tout cas, ça peut être fait par un médecin. Il vaut mieux que ça soit quand même un spécialiste et surtout que ça soit bien fait, bien entouré dans un contexte bien particulier. C'est un diagnostic qui est quand même lourd de sens. En tout cas, en soi, le diagnostic, il n'est pas très compliqué. C'est juste une prise de sang, mais je vous ai dit, il y a d'autres conséquences derrière. Et il faut retenir que le but de ce diagnostic, il n'est pas aller de coller une étiquette sur le front du patient en disant vous avez une maladie de Huntington, voilà, débrouillez-vous. C'est vous avez cette maladie, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on peut faire. Quelle est la meilleure prise en charge à faire en fonction de cette maladie? Et donc c'est pour ça que c'est important de faire ce diagnostic de maladie de Huntington. Là où c'est plus complexe, c'est ce qu'on appelle le diagnostic présymptomatique. C'est-à-dire que le patient n'a pas de symptômes de cette maladie, mais par contre, il a un de ses apparentés qui a cette maladie. Il faut être logique, si on n'a pas d'Huntington dans la famille, ça ne sert à rien de faire de test génétique, en tout cas on n'ira pas le faire. Là, dans ce contexte-là, il y a un apparenté qui atteint de cette maladie, il faut que la personne soit majeure, et il faut comprendre que c'est le droit de la personne. C'est-à-dire qu'on a eu des discours il y a des années où les personnes à risque, et on leur déconseillait très fortement au niveau médical de faire ce test-là. C'est pas au médecin de décider si ça doit être fait, c'est à la personne de réfléchir si elle veut faire ce test-là ou pas.
En tout cas, c'est pas aussi simple que pour le diagnostic symptomatique. Il y a tout un cadre législatif bien particulier. N'importe quel médecin ne peut pas le faire. Il faut qu'on soit déclaré au niveau de l'Agence de la biomédecine. Il y a un protocole aussi très particulier qui est long à dessein, parce qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur les conséquences de ce diagnostic qui sera forcément importante. Et toujours attention, des conséquences, elles seront présentes, que ce soit un bon diagnostic ou un mauvais diagnostic, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes conséquences. Et puis, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera la décision du patient dans tous les cas. C'est-à-dire qu'un patient peut décider de rentrer dans cette démarche, peut décider d'aller jusqu'au bout, peut décider de s'arrêter à tout moment. En tout cas, on sera toujours dans le respect de la décision de la personne. Pour un exemple, nous à Brest, alors je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne nous à Brest. Un patient qui a par exemple un de ses parents atteint de cette pathologie-là, on va le rencontrer en consultation de génétique s'il veut connaître son statut vis-à-vis de cette maladie. On va rediscuter de tout ça, on va rediscuter de cette pathologie-là, on va voir ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas là-dessus, en comprenant bien qu'on ne connaît jamais tout sur cette pathologie. On va discuter du risque le concernant, et puis s'il est toujours motivé, on va l'adresser sur le spécialiste d'organes, c'est-à-dire le neurologue, pour aller vérifier. Alors, dans un premier temps, qu'il n'y ait pas du tout de symptômes, pour vérifier qu'on est bien dans cette démarche présymptomatique, mais aussi pour refaire le point sur cette maladie. On martèle un peu les choses, c'est vrai que c'est dur, mais il faut bien comprendre cette maladie, bien comprendre la variabilité. Une fois que cette consultation avec le neurologue est faite, on adresse le patient à un psychologue clinicien, pas pour raconter sa vie, mais pour essayer de comprendre et envisager les conséquences de ce diagnostic au niveau personnel. Qu'est-ce que ça va changer pour eux? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir cette information? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est le bon moment de faire cette technique-là? Voilà, il y a plein de questions. Il n'y a que la personne qui est capable de répondre à ces questions. Donc c'est pour ça que il faut avoir une vraie réflexion. Une fois que cette démarche-là, elle est en cours avec la consultation psychologique, on refait le point, après un délai de réflexion avec le patient, on refait le point pour organiser le prélèvement, répondre aux questions s'il y en a. Le prélèvement est réalisé chez le patient. On reçoit, nous, en génétique, le résultat. Ce résultat, quand on le reçoit ou quand on va le recevoir, on prévient les personnes pour leur laisser le choix de prendre rendez-vous ou pas. Ça reste toujours une démarche volontaire, on n'imposera jamais rien. S'ils prennent rendez-vous, du coup on les revoit en consultation de génétique, on fait l'annonce diagnostique avec eux, on prend notre temps pour rediscuter de tout ça, des conséquences, de ce qu'on sait faire, de ce qu'il faut qu'on fasse par la suite. Et puis juste après la consultation, hein, ces 2 consultations suivantes, on voit le patient revoit la psychologue clinicienne pour rediscuter de ce résultat-là. Et puis après on va rediscuter de la prise en charge globale, sachant que nous, après on adresse très facilement sur Angers ou sur Paris pour qu'il y ait la meilleure prise en charge médicale, mais on parle aussi des associations, on parle aussi de tout ce qui va être accompagnement. Alors, bien comprendre que ce diagnostic présymptomatique, il y a finalement la majorité des personnes à risque qui ne font pas ces démarches-là, à peu près 10-20% des personnes qui débutent et qui ne vont même pas forcément aller jusqu'au bout, donc c'est une démarche qui est plutôt rare au final. Il y a plein de motivations. Il faut bien comprendre que la personne à risque vit sans doute avec ce risque depuis très longtemps. Nous, c'est surtout pour le risque de la descendance que c'est évoqué, cette pathologie-là, et que cette démarche est débutée. En tout cas, il faut bien comprendre que c'est influé par le fait par son expérience personnelle sur cette maladie, ce qui s'est passé pour ses apparentés. Mais il faut bien comprendre que c'est pas forcément la maladie de Huntington, c'est une forme de maladie de Huntington auquel ils ont été confrontés. Donc ça, c'est toujours un point important. Et puis, bien faire attention. Ça fait, surtout au niveau pour les médecins, ça fait des années et des années que les gens savent à risque. Et du coup, ils ont réfléchi à tout ça. Donc c'est pas une démarche qui est débutée à la légère. Et puis bon, donc du coup, il faut bien comprendre qu'il y a des conséquences, forcément, si le test est positif, donc si la personne est à risque. S'il est négatif, il y aura aussi des conséquences. Donc il faut vraiment que ça soit bien encadré à ce niveau-là. La question fréquente, c'est donc pour une grossesse, comment ça se passe? 2 cadres, grossesse en cours, grossesse prévue. Pour une grossesse en cours, alors il n'y a aucune obligation, c'est toujours pareil. Grossesse en cours, on peut faire un prélèvement en cours de grossesse, en début de grossesse, il y a différents types, pour déterminer si l'embryon, le fœtus est porteur ou pas de cette maladie. Et si le fœtus est porteur, on peut poursuivre ou pas la grossesse, ça sera au couple de décider. En cas de projet de grossesse, on a le diagnostic préimplantatoire. C'est globalement, on prend des spermatozoïdes et des ovocytes des conjoints, on les féconde en laboratoire, on les laisse développer un peu et on détermine le statut de l'embryon avant de réimplanter que les embryons qui sont pas à risque de cette maladie. Il faut faire la différence entre un des conjoints a cette maladie et un des conjoints est à risque et veut pas connaître son statut. Et on a différentes techniques pour faire ce diagnostic-là.
Il y a 5 centres, le dernier c'est Grenoble, nous on travaille plutôt avec Nantes. Globalement, les patients qui veulent rentrer dans cette technique, il faut qu'on présente leur dossier dans différents centres. Il faut faire, une fois que c'est accepté, tout un bilan chez le couple pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. Là, je n'ai pas une contre-indication, par exemple, ça va jouer sur la fertilité, mais c'est pas une contre-indication. Et globalement, il y a du délai, c'est-à-dire que 6-8 mois après le début en tout cas de l'envie du couple de débuter ça, les démarches vont réellement débuter et malheureusement il n'y a que 20% de succès dans cette technique, donc ça a le mérite d'exister mais c'est pas non plus la panacée. En tout cas il faut retenir que ça a le mérite d'exister et ça fonctionne quand ça fonctionne, donc c'est plutôt une bonne technique. Et puis alors très rapidement, puisque pour finir là-dessus, il y a quand même plein de pistes thérapeutiques en cours là-dessus, parce que je voulais finir sur du positif. On sait qu'on peut essayer de rendre le gène silencieux, il y a plein d'autres techniques. Bon, globalement, il faut savoir qu'il y a plein de choses qui se passent. Là, je vous ai mis tous les essais en cours en début 2020, donc il y a plein de choses en cours, il y a plein de résultats très très positifs, et donc on espère que dans quelques années, cette maladie sera comme mauvais souvenir. Donc voilà, je vous remercie.